Bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va malgré le retour de la pluie. J'espère que le soleil va revenir bien vite parce que ça fait quand même du bien au moral. Alors ce soir les amis, je vais vous faire la deuxième partie de lecture du livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Je vous ai fait il y a quelques jours la première partie avec les premières pages de ce livre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai eu quelques messages pour me dire qu'il était dommage que je ne m'étais pas filmée et que c'était des images qui apparaissaient. Mais en fait, c'est juste que je souhaitais que vous puissiez être concentré sur mes chuchotements. Maintenant, il n'y a pas de souci, je peux aussi me filmer. C'est pour ça que cette deuxième partie sera voilà avec de la vidéo et non pas des images. Donc, pour vous montrer un petit peu le livre, voilà, c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez bien aussi, c'est bon. Donc, Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux. Aussi les amis, je vous avais indiqué que je vous ferai peut-être une vidéo tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Or, il s'avère que j'ai beaucoup de galères avec mes montages. En fait, je suis un peu une quiche, faut dire ce qui est. Et deuxièmement, je n'ai qu'un téléphone et parfois c'est difficile de faire ce que l'on veut. Les logiciels ne sont pas du tout les mêmes que sur un ordinateur. Donc voilà. Pour le moment, le rythme des vidéos ne sera pas comme je l'avais prévu. Mais c'est pas grave. Alors, je vais commencer la deuxième partie du livre. Je vais reprendre la dernière phrase que je vous avais lue. Au moment de partir, je glissais quand même un pied dans la petite boîte sur l'étagère. C'est pour votre intervention sur mes orteils. La route qui rejoint Ubud est particulièrement belle. Je ne l'avais pas réalisée à l'aller, préoccupée que j'étais par le souci de trouver mon chemin. Très sinueuse, elle traverse par endroits de petits champs bordés de bananiers sauvages, entrecoupés çà et là par un ruisseau. Cette région vallonnée du centre de l'île est en permanence soumise à des alternances de soleil et de pluie. Une pluie chaude qui exalte les odeurs de la nature. Ce climat est propice à l'explosion d'une végétation tropicale luxuriante. Au détour d'un virage, je vis 3 balinés au bord d'un champ, à quelques mètres de la route. Ils devaient avoir entre 20 et 30 ans, le corps svelte et entièrement nu. J'étais très surpris de leur apparition inattendue. Je n'avais d'ailleurs pas connaissance d'une absence de pudeur dans la culture balinaise. Venait-il de se baigner après une journée de labeur dans les champs? Ils se déplaçaient sereinement, marchant côte à côte. Nos regards se croisèrent lorsque j'arrivai à leur hauteur. Je n'ai pas réussi à interpréter l'expression bizarre que j'en ai lue. Était-il confus de me croiser sur cette route peu fréquentée? Avait-il perçu ma surprise devant leur nudité? Ma route continuait et, à l'approche du but, traversait des petits villages. L'habitat révélait une certaine pauvreté, et pourtant les rues étaient toujours soignées, propres et très fleuries. Devant chaque porte, on
voyait en permanence déposer sur le sol des offrandes constituées de fleurs ou de quelques mets recueillis sur des fragments de feuilles de bananier entrelacées. Ces offrandes étaient régulièrement renouvelées tout au long de la journée. Les balinés vivent dans le sacré. Leur religion ne repose pas sur une pratique codifiée à heure fixe ou certains jours de la semaine. Non, eux sont en contact direct avec les dieux. Ils semblent imbibés de leur foi, habités par elle en permanence, toujours calmes, doux, souriants. Ils sont sans doute avec les Mauriciens le peuple le plus gentil de la terre. D'humeur constante, on a l'impression que rien ne peut les déstabiliser. Ils accueillent avec la même sérénité tout ce qui leur arrive. Bali fait immanquablement songer au paradis à tous ses visiteurs, et ceux-ci seraient sans doute surpris d'apprendre que ce mot n'existe pas en balinais. Le paradis est l'élément naturel des balinais, et ils n'ont pas plus de mots pour le désigner que les poissons ne doivent en avoir pour désigner l'eau qui les entoure. Je repensais à ma rencontre avec le guérisseur, et je me sentais encore envoûtée par notre échange. Cet homme avait une aura particulière, une énergie qui émanait naturellement de sa personne. J'étais assez excitée parce qu'il m'avait fait découvrir, même si ses propos m'avaient parfois décontenancée. Et je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais un jour à l'autre bout du monde, écoutant un vieux sage baliné me commenter les seins et les fesses de Nicole Kidman. À la sortie du but, je bifurquais vers l'est pour rentrer chez moi. La journée avait été riche en émotions et j'éprouvais le besoin de rester un peu seule pour laisser décanter tout ce que j'avais découvert. Il me faudrait moins d'une heure pour arriver dans ce petit village de pêcheurs de la côte et où j'avais loué un bungalow posé en bordure d'une jolie plage sauvage de sable gris. Par bonheur, les touristes préféraient les étendues de sable blanc du sud de l'île, si bien que très rares étaient ceux que je croisais sur ma plage. Seul un couple de Hollandais avait élu résidence un peu à l'écart. Ils n'étaient pas désagréables et je les croisais rarement. Mon bungalow appartenait à une famille qui habitait plus loin dans les terres. Je l'avais loué pendant un mois pour une somme très acceptable pour moi, très profitable pour eux. J'aime les situations où tout le monde est gagnant. La plage restait déserte le matin. Puis, quelques enfants du village venaient y jouer l'après-midi. Les seuls passages étaient ceux des pêcheurs, que j'entendais parfois sortir en mer dans leur pirogue à 5 heures du matin. Je les avais accompagnés une fois, même si, ne parlant pas balinais, il m'avait été difficile de me faire comprendre et donc d'obtenir leur accord. Cela restait l'un de mes plus beaux souvenirs de Bali. Nous étions partis avant l'aube et je ne m'étais guère sentie rassurée à bord de cette pirogue instable, assis au ras de l'eau, ne voyant pratiquement rien dans le noir d'une nuit sans lune. Mais les pêcheurs connaissaient leur métier et j'avais ce jour-là expérimenté ce qu'était la confiance, une confiance aveugle en l'occurrence. Le clapotis de l'eau et la fraîche brise effleurant mon visage étaient presque les seuls
Sur le trajet du retour, nous avions vu quelques dauphins à proximité de la pirogue et j'avais manifesté le désir de plonger à leur côté avec le réflexe idiot de l'occidental qui a visité trop de parcs d'attractions. Les balinés m'en avaient empêché, me faisant comprendre tant bien que mal que des dauphins nageant en surface pouvaient être suivis en profondeur par des requins à la poursuite du même banc de poissons. L'argument avait suffi à me convaincre et je m'étais contentée d'admirer visuellement ces beautés de la nature, libres de leurs mouvements, libres de leur destination, libres de leur vie. Je m'arrêtai sur la route pour manger un nasi-goreng dans une échoppe plat typique à base de riz, comme pratiquement tous les plats balinés. Au bout de 4 semaines, la seule vision du riz suffisait presque à me faire perdre l'appétit. J'arrivais à mon bungalow à la nuit, moment idéal pour aller marcher sur la plage sans croiser âme qui vive. Je me mis pieds nus et je m'y rendis directement. Comme prévu, la plage était déserte et je me promenais longuement au bord de l'eau, le pantalon retroussé. Rapidement, mon esprit vagabond revint sur ma rencontre avec le guérisseur et je repensai à tout ce qu'il m'avait fait découvrir. Ainsi, nous autres humains avions développé des croyances sur nous-mêmes en raison de l'influence de personnes de notre entourage ou de conclusions inconsciemment tirées de notre vécu. Je voulais bien l'admettre, mais dans ce cas, jusqu'où s'étendaient ces croyances? Nous avions vu que l'on pouvait se croire beau ou laid, intelligent ou stupide, intéressant ou ennuyeux. On pouvait croire en sa capacité d'influence ou au contraire se croire incapable d'obtenir quoi que ce soit des autres. Dans quel autre domaine pouvait-on développer des croyances? Je comprenais que l'on puisse croire en un certain nombre de choses et que ces croyances aient ensuite un effet sur notre vie. Mais jusqu'où? Je me demandais en quoi mes propres croyances avaient influencé le cours de mon existence et en quoi, en fonction du hasard des rencontres et de mes expériences, j'aurais pu croire d'autres choses qui auraient ensuite donné une direction différente à ma vie. Mes interrogations avaient pour seule réponse le bruissement de l'eau sous mes pieds, qui éclaboussait le silence de la plage déserte. Les palmiers qui la bordaient étaient parfaitement immobiles. Aucun vent ne soufflait dans leurs branches délicates. J'avais pris l'habitude de me baigner tous les soirs. Je quittais mon pantalon et mon t-shirt et me laissais glisser dans l'eau tiède de la mer. Je nageais longuement sans plus penser à rien, sous le regard bienveillant de la lune naissante. Je me réveillai après un sommeil particulièrement profond et découvris que le soleil était déjà haut dans le ciel. Je pris quelques fruits en guise de petit déjeuner tardif et m'en allai pour une promenade matinale dans le petit bois qui s'étend derrière la plage. En arrivant à proximité du bungalow de Hans et Claudia, le couple de Hollandais, je reconnus leur voix. Le déjeuner n'est pas encore prêt, dit Hans assis sur un petit rocher, un livre sur les genoux. Il avait les cheveux gris foncé, un visage peu expressif, les lèvres plutôt minces. Bientôt, mon chéri, bientôt. Claudia était une femme douce et gentille, la quarantaine, le visage tout en rondeur encadré de jolies boucles blondes. Elle faisait cuire des brochettes de poisson au-dessus d'un barbecue. Tu utilises trop de charbon de bois, ça sert à rien, c'est gâché. Il disait cela sans
musée Subak à ta banane. C'est bien, félicitations. Il ne saisit même pas l'ironie de ma réponse. Hans était de ces gens qui écoutent les mots, mais ne décodent ni le ton de la voix, ni les expressions du visage de celui qui les prononce. Tu visites peu de choses, j'ai l'impression. Cela ne t'intéresse pas. Si, mais j'aime surtout ressentir les ambiances, me promener dans les villages, tenter de discuter avec les gens, essayer de me mettre à leur place et de sentir ce que ça fait. Comprendre leur culture, quoi. Pardon, j'ai un petit cheveu. Juliane aime découvrir la culture de l'intérieur. Toi, chérie, tu préfères comprendre la culture dans les livres, dit Claudia. Oui, c'est plus rapide, on gagne du temps, renchérit Hans. Chaque essai, à quoi bon argumenter? À chacun sa façon de voir les choses. Est-ce que ça te ferait plaisir de nous accompagner ce soir? Demanda Claudia. Nous allons assister à un concert de gamelins à Ubud. Puis, à la tombée de la nuit, nous irons observer les tortues sur la plage de Pémutéran. C'est l'époque où leurs œufs éclosent. Cela dure 1 ou 2 nuits, tout au plus. Après, il sera trop tard. La perspective d'une soirée avec Hans ne m'excitait pas au-delà du raisonnable, mais j'avais très envie de voir les bébés tortues. Et je sentais que cela ferait particulièrement plaisir à Claudia que j'accepte. D'accord, c'est gentil de me le proposer. Je serai déjà dans le coin du but cet après-midi, alors je vous rejoindrai sur place. Donnez-moi l'adresse. C'est à la salle des cérémonies, tu sais, à côté du grand marché. À 19h, dit Claudia. Tu vas visiter les galeries, demanda Hans. Ubud était le village des artistes, où on y trouvait des galeries d'art à profusion. Non, je rends visite à, comment dire, une sorte de maître spirituel. Ah bon, pourquoi faire? Je savais que sa question était sincère. Hans était du genre à vous demander pourquoi vous alliez au cinéma, à l'église ou au cimetière. Ou encore, pourquoi vous ne portiez plus un pantalon archi démodé, mais toujours en bon état. Tout ce qui ne relevait pas d'une démarche rationnelle, selon lui, était une bizarrerie de la nature. Il m'amène à prendre conscience de certaines choses, et d'une certaine manière, il m'aide aussi à me retrouver, quoi. À te retrouver. Il avait un ton à la fois amusé et interloqué. Oui, en quelque sorte. Mais si tu es perdu, qu'est-ce qui te prouve que tu vas te retrouver à Ubud plutôt qu'à New York ou Amsterdam? Très drôle, il y a vraiment des gens qui sont complètement hermétiques à la dimension spirituelle de la vie. Je ne suis pas perdue. Si tu ouvres un dictionnaire, au passage sa lecture devrait te plaire. Tu pourras en supporter le niveau émotionnel. Tu verras qu'il y a plusieurs sens au verbe se retrouver. En l'occurrence, cela signifie aussi mieux se connaître pour avoir une vie plus en harmonie avec qui l'on est. Ne te fâche pas, Juliane. Je ne me fâche pas, m'en dis-je. Chérie, laisse un peu Juliane tranquille, dit Claudia. Au fait, Juliane, est-ce que tu plonges toujours? Oui, presque tous les jours. Nous aussi, on a plongé le premier jour, dit Hans. On a eu de la chance. Il faisait beau et l'eau était claire. En 1 heure, on a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à voir. Moi, j'y retourne souvent. J'ai beaucoup de plaisir à nager au milieu des poissons et à les approcher. Ils sont tellement peu farouches que l'on peut presque les toucher. Je m'attendais qu'il me demande pourquoi faire. L'homme descend du poisson. Juliane se reconnecte avec ses origines retrouvées. Et toi, tu t'apprêtes à manger l'un des descendants de tes ancêtres grillés au barbecue. C'est du joli. Bon, d'ailleurs, je vous laisse à votre déjeuner. Bon appétit et à ce soir. Bonne recherche et surtout ne perds pas espoir. Il te restera encore le bureau des objets trouvés à Djargada. À ce soir, dit Claudia. Je repris ma balade tout en pensant à Hans.
Je me demandais quel pouvait être son problème. Il était un peu bizarre quand même. Je sentais qu'il n'était pas méchant, qu'il ne voulait pas me blesser. Il était juste hermétique à certaines choses. Je regagnai mon bungalow, me préparai en hâte, puis sautai dans ma voiture. L'itinéraire me sembla plus simple cette fois-ci, et j'arrivai devant la maison de maître Sam Jung en milieu d'après-midi. La même jeune femme m'accueillit agréablement et me conduisit directement dans le campement où j'avais été reçue la veille. J'eus cette fois-ci le loisir d'observer plus tranquillement le lieu. C'était à la fois sobre et beau. Beaucoup de sérénité, de paix, d'harmonie se dégageait de cet endroit que je commençais à vraiment aimer. Je sentais qu'un tel lieu permettait de lâcher prise sur quantité de choses. Ici, on laissait bon nombre de ses préoccupations à l'entrée. Le temps était suspendu. J'avais l'impression que j'aurais pu y rester des années sans prendre une seule ride. Je ne le vis pas venir. Je me retournai et il était derrière moi. Nous nous saluâmes et il m'informa qu'à cette heure-ci, il ne pourrait m'accorder beaucoup de temps. Dommage. Alors, vous êtes allé au vidéoclub de Gutha, me demanda-t-il. Non, avouai-je un peu piteusement. Il me dit, mais sans la moindre trace de reproche ni d'autorité, si vraiment vous souhaitez que je vous accompagne dans la voie qui vous fera avancer dans votre vie, il est nécessaire que vous fassiez ce que je vous demande, dans la mesure où vous ne l'avez pas refusé. Si vous vous contentez de vous en remettre à moi et de m'écouter, il ne se passera pas grand-chose. Êtes-vous prêt à vous engager en ce sens? D'accord. Avais-je vraiment le choix, puisque je souhaitais continuer notre relation? Dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas allé à Gutha? En fait, j'étais un peu fatiguée hier soir et j'avais besoin de me reposer. Sur un ton bienveillant, il me dit, si vous mentez aux autres, au moins ne vous mentez pas à vous-même. Pardon, j'étais désarçonnée. De quoi aviez-vous peur? Sa voix dégageait beaucoup de douceur et ses yeux plongeaient dans les miens, au plus profond de moi-même. Et pourtant, je ne ressentais aucune intrusion. C'était juste que je me sentais vue. Cet homme lisait en moi comme dans un livre ouvert. Qu'est-ce que vous auriez pu perdre en y allant? Comment faisait-il pour poser la question, pour toucher délicatement du doigt précisément là où il fallait? Après un certain silence, je m'entendis répondre. Je crois que j'avais envie de conserver intacte mon admiration pour mon actrice préférée. Vous aviez peur de perdre vos illusions. C'était bizarre, mais c'était vrai. D'autant plus bizarre que la veille, je m'étais bien douté qu'il avait raison la concernant. Alors, pourquoi refuser la vérité? Peut-être, dis-je. C'est normal, les êtres humains sont très attachés à tout ce qu'ils croient. Ils ne cherchent pas la vérité, ils veulent seulement une certaine forme d'équilibre. Et ils arrivent à se bâtir un monde à peu près cohérent sur la base de leurs croyances. Cela les rassure et ils s'y accrochent inconsciemment. Mais pourquoi ne se rend pas compte Mais pourquoi ne se rend-on pas compte que ce que l'on croit n'est pas la réalité? Rappelez-vous, ce que l'on croit devient notre réalité. Je ne suis pas sûre de vous suivre complètement, vous savez. C'est peut-être un peu trop philosophique pour moi. Et puis, j'ai beau être un rêveur, je suis quand même rationnelle. Pour moi, la réalité, c'est la réalité. C'est très simple en fait. Si je vous demandais de fermer les yeux,
uniforme, les couleurs ne sont pas homogènes. Il y a aussi une foultitude d'informations concernant la lumière ambiante, les ombres, le ciel, les nuages qui se déplacent, le soleil. À lui seul, mon corps vous envoie des milliers d'informations relatives à ma posture, mes mouvements, mon regard, les expressions de mon visage qui changent d'une seconde à l'autre. Et tout cela ne concerne que les informations visuelles. À cela, il faut ajouter les informations auditives, les bruits divers et variés, proches ou lointains, les multiples inflexions de ma voix, son volume, sa tonalité, le rythme de mes paroles, le bruit émis par les frottements de nos vêtements lorsque nous bougeons, les insectes qui volent, les oiseaux au loin, le bruit du vent dans les feuilles, etc. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes également submergé d'informations olfactives et relatives au toucher, la température de l'air, son humidité, les senteurs des différentes plantes qui nous entourent, lesquelles senteurs changent en fonction des courants d'air, le ressenti des multiples points de contact de votre corps sur le sol. Là, ok, vous m'avez convaincu. L'interrompis-je. Je le reconnais, je n'aurais pas été capable de transmettre toutes ces informations les yeux fermés et les oreilles bouchées. C'est vrai. Et pour cela, pour une raison très simple, vous n'êtes pas conscient de toutes ces informations. Il y en a trop, et votre esprit fait inconsciemment un tri. Vous en captez certaines, pas les autres. Oui, sans doute. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce tri n'est pas le même pour vous et pour moi. Si l'on demandait à plusieurs personnes de faire cet exercice et de lister ce qu'elles ont observé de leur environnement, nous n'aurions pas deux listes d'informations identiques. Chacun ferait un tri particulier. D'accord. Et ce tri n'est pas dû au hasard. Comment ça? Ce tri est propre à chacun et dépend notamment de ses croyances, de ce qu'il croit sur le monde en général, bref, de sa vision de la vie. Oui, nos croyances vont nous amener à filtrer la réalité, c'est-à-dire à filtrer ce que l'on voit, entend et ressent. Cela reste un peu abstrait pour moi. Je vais vous donner un exemple un peu caricatural pour simplifier. Ok. Imaginons que vous soyez inconsciemment convaincu que le monde est dangereux et qu'il faut s'en méfier, se protéger. Ce serait votre croyance, d'accord? Oui, d'accord. Si cette croyance est inscrite en vous, alors d'après vous, sur quoi va se porter votre attention à l'instant présent? Quelle information allez-vous donc capter si vous croyez au fond de vous que le monde est dangereux? Eh bien, voyons, je ne sais pas. J'imagine que je commencerai par me méfier un peu de vous, puisque après tout, je ne vous connais pas. Je crois que j'observerai surtout votre visage pour essayer de lire vos pensées, de comprendre ce qu'il y a peut-être derrière vos paroles gentilles. Et je tenterai aussi de repérer d'éventuelles incohérences dans votre discours, pour savoir si vous êtes fiable ou pas. Et puis je garderai un œil sur la porte du jardin pour m'assurer qu'elle reste ouverte et que je pourrais partir facilement s'il y avait un problème. Voilà, quoi d'autre, voyons. Peut-être ferai-je aussi attention à cette poutre qui a l'air de tenir par l'opération du Saint-Esprit et qui pourrait me tomber dessus. Et je garderai un œil sur le gecko que j'entends se balader entre les poutres, car j'aurais peur qu'il descende me mordre. Je me méfierai de ce genre de reptile. Je remarquerai aussi que la natte est usée et que je pourrais attraper des échardes si je n'y prenais pas garde. C'est cela. Votre attention serait captée par les risques potentiels qui existent dans toute situation. Et si l'on vous demandait, les yeux fermés, de décrire
aussi du Chéco, car je me serais dit, cool, il y a un Chéco sous la toiture, au moins il ne doit pas rester d'insectes rampants dans les parages. Et puis je décrirai le visage serein de cet homme sympathique qui me fait découvrir des tas de choses intéressantes sans même me faire payer. Exactement, ce que l'on croit de la réalité du monde environnant agit comme un filtre, comme une paire de lunettes sélectives qui nous amène à surtout voir les détails allant dans le sens de ce que nous croyons. Si bien que cela renforce nos croyances, la boucle est bouclée. Si l'on croit que le monde est dangereux, on va effectivement porter son attention sur tous les dangers réels ou potentiels, et on aura de plus en plus le sentiment de vivre dans un monde dangereux. Oui, c'est logique finalement. Mais cela ne s'arrête pas là. Nos croyances vont aussi nous permettre d'interpréter la réalité. Interpréter. Vous évoquiez tout à l'heure les expressions de mon visage. Ces expressions, tout comme majestuelles d'ailleurs, peuvent être interprétées de différentes manières. Vos croyances vont vous aider à trouver une interprétation. Un sourire sera perçu comme un signe d'amitié, de gentillesse, de séduction ou d'ironie, de moquerie, de condescendance. Un regard insistant comme un signe marqué d'intérêt ou, à l'inverse, comme une menace, une volonté de déstabilisation. Et chacun sera convaincu de son interprétation. Ce que vous croyez sur le monde vous conduit à donner un sens à tout ce qui est ambigu ou incertain. Et cela renforce vos croyances, une fois de plus. Je commence à comprendre pourquoi vous disiez que ce que l'on croit devient notre réalité. Oui, et surtout, cela ne s'arrête pas là. Mais c'est infernal votre truc. Quand vous croyez une chose, elle vous amène à adopter certains comportements, lesquels vont avoir un effet sur le comportement des autres, dans un sens qui va, là encore, renforcer ce que vous croyez. Oula, ça se corse. C'est simple, restons dans le même cas de figure. Vous êtes convaincu que le monde est dangereux, qu'il faut se méfier. Comment allez-vous vous comporter quand vous rencontrerez des gens nouveaux? Je vais rester sur mes gardes. Oui, et votre visage sera vraisemblablement assez fermé, pas très engagé. Pas très engageant. Certes, mais ces personnes qui vous rencontrent pour la première fois vont le percevoir, le sentir. Comment vont-elles elles-mêmes se comporter vis-à-vis de vous? Il y a en effet des chances pour qu'elles restent sur leur garde et ne s'ouvrent guère à moi. Exactement. Sauf que vous allez le voir, vous allez sentir qu'elles sont fermées, un peu bizarres avec vous. Devinez comment vous allez l'interpréter sous l'emprise de vos croyances. Je vais évidemment me dire que j'ai raison de me méfier. Vos croyances se renforceront. Oh là là, c'est terrible. Dans ce cas, oui, mais cela marche aussi dans l'exemple inverse. Si vous êtes, au fond de vous, convaincu que tout le monde est sympathique, vous allez vous comporter de manière très ouverte avec les gens. Vous allez sourire, vous allez vous montrer détendu. Et bien sûr, cela va les conduire à s'ouvrir eux-mêmes, à se détendre en votre présence. Vous aurez inconsciemment la preuve que le monde est bien sympathique. Votre croyance se renforcera. Mais il faut comprendre que tout ce processus est inconscient. C'est en cela qu'il est puissant. À aucun moment, vous ne vous direz consciemment « c'est bien ce que je croyais, les gens sont sympathiques ». Non, vous n'aurez pas besoin de vous le dire parce que pour vous, c'est normal. C'est ainsi, les gens sont sympathiques, c'est une évidence. De la même manière, ceux qui croient qu'il faut à tout prix se méfier des autres trouvent naturel de rencontrer des gens fermés, désagréables, même s'ils le déplorent par ailleurs. C'est dingue. Finalement, sans s'en rendre compte, chacun se crée vraiment sa propre réalité, qui n'est en fait que le fruit de ses croyances. C'est vraiment dingue, hallucinant. Ce dernier mot est bien choisi.
ce qu'ils croyaient. Leurs croyances n'étaient pas consciemment dans leur esprit. J'avais envie de le crier à la terre entière, d'expliquer aux gens qu'il fallait arrêter de croire n'importe quoi. Je voulais leur dire qu'ils se pourrissaient la vie à cause de choses qui n'étaient même pas la réalité. Je me voyais parcourir la planète au volant de l'une de ces camionnettes qui servent à faire la promotion des cirques en tournée. Je crierais dans leur haut-parleur qui diffuserait ma voix amplifiée de village en village. Mesdames et messieurs, il faut absolument arrêter de croire ce que vous croyez. Vous vous faites souffrir, croyez-moi. Il ne faudrait pas 3 jours pour que les hommes en blanc viennent me chercher et me passent une camisole. Mon cirque à moi aurait alors des portes capitonnées. Bon, une chose quand même, ces croyances que l'on a, elles concernent quel domaine? Elles s'étendent où? Nous avons tous développé des croyances sur nous, sur les autres, sur nos relations aux autres, sur le monde qui nous entoure, sur à peu près tout, depuis notre capacité de réussir nos études jusqu'à l'éducation de nos enfants, en passant par notre évolution professionnelle et nos relations conjugales. Chacun de nous porte en lui une constellation de croyances. Elles sont innombrables et dirigent notre vie. Et certaines sont positives, d'autres négatives, c'est ça? Non, pas tout à fait. On ne peut pas juger nos croyances. La seule chose que l'on puisse affirmer est qu'elles ne sont pas la réalité. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est de comprendre leur effet. Chaque croyance a tendance à produire à la fois des effets positifs et des effets limitants. Maintenant, je reconnais que certaines croyances induisent davantage d'effets positifs que d'autres. Oui, il me semble qu'on a plutôt intérêt à croire que le monde est amical, non? D'ailleurs, je ne vois pas en quoi la croyance que le monde est dangereux peut avoir des effets positifs. Si, elle en a quand même. Une telle croyance vous amènerait bien sûr à vous protéger excessivement. Vous vous cacheriez sans doute un peu la vie. Mais le fait est que si un jour vous rencontriez un danger réel, vous seriez peut-être plus protégé que celui qui croit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah ouais. C'est pour cela qu'il est pertinent de prendre conscience de ce que l'on croit, puis de se rendre compte que ce ne sont que des croyances, et enfin de découvrir leur effet sur notre vie. Cela peut nous aider à comprendre bien des choses que nous vivons. À ce propos, hier, vous m'avez dit que l'on aborderait ce qui m'empêche d'être heureux. Oui, mais je vais d'abord vous faire travailler seul. J'ai 2 missions à vous confier, que vous réaliserez après notre séance, en attendant que l'on se revoie. D'accord. La première consiste à rêver tout en restant éveillé. Ça, je crois que je saurais faire. Alors, vous rêverez que vous êtes dans un monde où tout est possible. Imaginez qu'il n'y a aucune limite à ce que vous êtes capable de réaliser. Faites comme si vous aviez tous les diplômes du monde, toutes les qualités qui existent, une intelligence parfaite, un sens relationnel développé, un physique de rêve, tout ce que vous voulez, tout vous est possible. Waouh, je sens que je vais bien aimer ce rêve. Ensuite, vous imaginerez à quoi ressemble votre vie dans ce cadre, ce que vous faites, votre métier, vos loisirs, comment votre vie se déroule. Gardez en permanence à l'esprit que tout est possible. Puis, vous noterez cela et vous me l'apporterez. Ok, très bien. Votre deuxième mission consiste en quelques recherches à mener. Des recherches? Oui, je voudrais que vous rassembliez les résultats de recherches scientifiques qui ont été menées aux États-Unis sur les effets des placebos. Nous en parlerons ensuite ensemble. Mais où vais-je trouver ça? Aux États-Unis, tous les laboratoires pharmaceutiques mènent de telles recherches car ils y sont obligés. Ils n'ont pas le droit de mettre sur le marché un nouveau médicament sans avoir prouvé scientifiquement qu'il est plus efficace qu'un placebo, c'est-à-dire une substance inactive. Cela fournit indirectement des chiffres précis
voyez certains résultats, vous les trouverez. Vous les connaissez, bien sûr. Mais dans ce cas, pourquoi me demandez-vous de les rechercher? Nous gagnerons beaucoup de temps en en parlant tout de suite. Vous savez, je prends l'avion samedi pour rentrer chez moi. Ça nous laisse peu d'occasion de nous rencontrer. Parce que ce n'est pas du tout la même chose d'écouter quelqu'un vous relayer une information et de la rechercher soi-même. Excusez-moi, mais je ne vois pas ce que ça change. Si je vous en parle, vous pourrez toujours douter des chiffres que je vous donnerai. Et vous connaissant un peu, je sais que c'est ce que vous ne manquerez pas de faire. Peut-être pas sur le moment, mais plus tard. Par ailleurs, ce n'est pas en écoutant quelqu'un parler que l'on évolue. C'est en agissant et en vivant des expériences. Mais où est-ce que je vais pouvoir collecter ces informations? Je ne réside pas à l'hôtel. Je n'ai aucun moyen d'accéder à Internet et je n'ai jamais vu de cybercafé dans l'île. Celui qui se laisse arrêter par la première difficulté rencontrée ne va pas loin dans sa vie. Allez, je vous fais confiance. Une dernière chose. À quelle heure dois-je venir demain pour que vous soyez pleinement disponible, que vous ayez du temps? Il me regarda quelques instants en souriant. Je me demandais si j'avais encore dit ce qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, je les accumulais. Surtout, ne vous mettez pas à croire que vous avez besoin de moi. Le temps que je pourrai vous accorder à l'heure où vous viendrez sera suffisant. Voilà les amis pour la deuxième partie du livre de Laurent Gounel. Dites-moi si ces vidéos vous plaisent, si la lecture c'est ok pour vous ou si vous souhaitez autre chose. Alors je ne vais pas faire des parties 3, 4, je ne pense pas, sauf si vous me le demandez, parce que j'aimerais que vous puissiez découvrir ce livre tout seul. C'est vraiment des livres que je recommande